Téléspectateurs de la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, bonjour et merci de rester fidèles à vos programmes. Ce matin, nous sommes en compagnie d'une femme politique. Il s'agit de professeur Amsatou Sow Sidibé. Professeur, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour Penda, bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de la Belle TV, bonjour. Bonjour, on vous laisse vous présenter, racontez-vous au public de la Belle. Alors, je m'appelle Amsatou Sow Sidibé. Mon nom patronymique, mon nom de jeune fille est Sow. Mon mari est professeur Sidibé, médecin. Je suis universitaire. J'ai enseigné et j'enseigne encore à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant 39 années. Je suis docteur d'État en sciences juridiques et politiques, agrégé des facultés de droit, titulaire de classe exceptionnelle, donc universitaire, mais aussi femme de développement. J'ai évolué pendant des décennies, j'y suis encore dans le milieu de la société civile, avec les femmes, avec les personnes spécialistes de droits humains, avec les promoteurs de la paix. Donc, femme de développement, mais leader de parti politique. En fait, leader de parti politique parce que je pense qu'il faut promouvoir le leadership féminin à la prise de décision. Voilà, globalement, j'ai beaucoup agi dans le domaine de la médiation. Au niveau de l'éducation, quand il y a eu des crises graves, avec une équipe, nous sommes arrivés à faire rétablir les droits de nos enfants, le droit fondamental à l'éducation de nos enfants. Et puis j'ai participé à l'instauration de la paix en Casamance. Et nous souhaitons vivement que ça soit une paix définitive. Donc globalement, si vous voulez me connaître, universitaire, femme de développement, pur produit de la société civile qui s'implique aujourd'hui dans la politique parce que la prise de décision pour les femmes, c'est extrêmement important pour l'équilibre de la société. Tout à fait. On va parler un peu de votre parti Xaar Lenen. Oui. Qu'en est-il? Xaar Lenen, Kaar Lenen, Kar Lenen. C'est en fait la convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. C'est un parti qui met la personne humaine au centre de ses préoccupations. Parce que vous savez, quand vous prenez la personne humaine, eh bien vous vous rendez compte qu'elle a des besoins incompressibles, indivisibles et dont la prise en charge est primordiale dans toute politique. Alors, à la prise de décision, nous considérons qu'il faut s'occuper de l'aspect civil, c'est-à-dire la justice qui doit être indépendante, qui doit être équilibrée. L'aspect politique, c'est la démocratie. L'aspect économique, parce que la promotion économique, la protection des droits économiques, c'est fondamental. L'aspect social avec l'éducation, la santé, le travail, surtout le travail des jeunes, l'aspect culturel, environnemental, la paix, c'est tout une personne humaine. Et quelqu'un qui veut être à la prise de décision, au plus haut niveau, doit savoir qu'il y a une indivisibilité, il y a une interdépendance entre tout ça et veiller à ce que la réalisation de tous ces droits se fasse au maximum possible. Voilà donc l'esprit de Xaar Lenen, c'est la personne humaine. Il faut savoir que la personne humaine, encore une fois, est protégée par Dieu et les conventions internationales de droits humains, de paix, de développement, en fait, ne font que reprendre
ce que Dieu veut concernant la personne humaine. Alors nous essayons de prendre en charge cela. Et c'est ça, Carl Lenin. Donc la convergence des acteurs pour la défense des valeurs. Les valeurs sont fondamentales pour nous. Parce que quand Carl Lenin a réfléchi sur la situation difficile que vivent les personnes humaines, les populations, nous nous sommes rendus compte que c'était dû fondamentalement à une crise grave des valeurs. Les valeurs de toutes sortes. Concernant la gouvernance, il y a une gabegie, il y a parfois un manque d'organisation et de méthode qui fait qu'on ne gouverne pas comme on devrait le faire. Il y a une politique de 2 poids, 2 mesures, donc une politique discriminatoire, mais là je parle de discrimination négative, évidemment, je ne parle pas de discrimination positive. Il y a un non-respect vis-à-vis de cette personne-là, que nous adulons la personne humaine de manière générale, avec des difficultés quant au respect de l'engagement. Vous savez, tout ça, c'est fondamental. Donc, ce sont des valeurs qu'il faut ressusciter, ce sont des valeurs qu'il faut restaurer. Si on veut que la société soit équilibrée, si on veut que la personne humaine jouisse au maximum des possibilités de ses droits les plus élémentaires. Vous avez exprimé votre déception quant à la non-candidature des femmes cette année en 2019. Oui. Vous étiez vous-même candidate en 2012, je le rappelle. Tout à fait. Quel est votre constat aujourd'hui, au lendemain même, je dirais, de la décision du Conseil constitutionnel? Oui, Penda, votre question est pertinente. Parce que en 2012, il y a eu les premières candidatures à l'élection présidentielle. Auparavant, il y avait cette loi sur la parité. Et les femmes sénégalaises se battent depuis des décennies pour une promotion de leurs droits et surtout pour une promotion du leadership féminin. Le leadership féminin étant indispensable si on veut que les Sénégalais et les Sénégalaises vivent mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette élection de 2019? Avec un nouveau système qui a été introduit, avec une réforme du code électoral qui a perturbé l'élection, qui a vicié les procédures, eh bien, les femmes sont absentes de l'élection présidentielle de 2019. Il y avait 3 femmes candidates. En 2012, quand je me suis présentée, ce que je cherchais, c'était que cette porte soit ouverte enfin aux femmes. Ça l'a été, mais on a refermé immédiatement cette porte en 2019. Et ça, c'est fondamentalement un recul démocratique. C'est un recul démocratique parce qu'on ne peut pas, avec des incidences sur le développement, sur les droits humains, sur l'émergence, sur l'équilibre de la société. Alors, comment le Sénégal va-t-il être présenté? Comment le Sénégal va-t-il être présenté à la face du monde? Vous savez, quand nous avons introduit cette loi sur la parité, eh bien, les étrangers sont venus en masse nous demander comment vous avez pu arriver à ça. Parce que le Sénégal était devenu une référence. Tout à fait. Une référence. Mais on se rend compte que, voilà, subitement, le Sénégal, non seulement ne stagne même pas, mais recule. Parce qu'encore une fois, la démocratie exige que plus de la moitié de la population sénégalaise participe à tous les niveaux, y compris à la prise de décision sur tous les plans. Décision dans le domaine économique, décision dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais partout. Quand au plus haut niveau, les femmes sont absentes, ça pose problème.
Et on se rend compte aussi que depuis l'indépendance, il y a eu des acquis. Mais je suis persuadée que l'absence des femmes au plus haut niveau a fait que nous sommes en recul en termes d'acquis. Nous sommes en recul en termes d'acquis. Dans les pays où les femmes sont arrivées à la magistrature suprême, on a vu l'envol. Il y a un envol spectaculaire. Mais parce que vous savez pourquoi? Parce que les femmes, il ne faut pas l'oublier, regorgent de qualités intrinsèques en termes de gestion, en termes d'organisation et de méthode, en termes d'éducation et éducation aux valeurs, en termes de prévention des conflits et de résolution des conflits, en termes de tout. Elles ont de l'intuition. Elles sont brillantes. Et je peux le dire en tant que professeur d'université. Parmi les plus brillants figurent les femmes. Elles sont compétentes. Compétentes, je dis. Elles ont le sens des valeurs. Mais pourquoi les sous-utiliser à ce point? C'est un vrai problème. C'est triste de le constater. Je crois que nous sommes en train de rater le train de l'émergence avec ça. Et nous l'avons raté parce qu'il n'y a pas de candidat sur la liste publiée par le Conseil constitutionnel. Donc, quel sentiment aujourd'hui vous anime en tant que femme, en tant que responsable de parti sur la situation politique actuelle? Le plus partagé chez les femmes et le sentiment que j'ai personnellement aujourd'hui, c'est qu'on a raté le coche. On a reculé d'un cran extrêmement important par rapport à tout ce qui pouvait constituer un espoir. Je trouve cette liste fade. Je la trouve fade. Je la trouve fade. Parce que comment le Sénégal, aujourd'hui, peut-il accepter d'avoir une liste de candidats en ignorant plus de la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes? Mais c'est inadmissible. C'est un échec. Et c'est un sentiment de tristesse quand même que j'ai en voyant cette liste. Les femmes sont... les femmes vont soutenir, mais les femmes vont soutenir en ayant un pincement au cœur, pour la simple raison que, avec une liste uniquement masculine, l'espoir n'est pas énorme. Il faut le dire. Il faut une rupture. Il faut un vrai changement. Et cette rupture-là, nous ne l'attendons ni des vieux, ni des jeunes, mais des femmes. À votre avis, elle va s'opérer quand cette rupture? En 2019, 2024? 2019, on n'y est pas. Les femmes n'y sont pas. Il faut que ça se fasse en 2024. Et vous savez, Penda, la presse a un rôle d'éducation à jouer dans ce sens. Il faut que les populations comprennent qu'elles ratent tout. Elles ratent tout. Elles perdent lorsque les femmes ne sont pas impliquées au plus haut niveau. C'est une perte. Vous savez, dans les familles, on le sait. L'homme est important, mais les femmes aussi sont importantes. Et souvent, on dit que les femmes constituent l'épine dorsale, la colonne vertébrale des familles. On ne peut pas être colonne vertébrale de la famille, cellule de base de la société et ne pas l'être dans la société. Il faudrait que nous nous ravisions. Il y a eu des chocs historiques qui ont fait que la femme africaine, tant adulée à l'époque, tant chantée par Cheikh Anta Diop, par Léopold Sédar Senghor, parce qu'occuper une place de choix, bouleversée par des situations, la colonisation
avec le système indo-européen. Vous savez que dans la civilisation indo-européenne, que ce soit en Europe ou en Arabie, les femmes ne valaient rien. En Europe, il y avait le système du pater familias, c'est-à-dire ce père omniprésent, puissant, qui avait même droit de vie et de mort sur les femmes et les enfants. Et ensuite, en Arabie, on sait que l'islam est né là-bas. Dieu seul sait pourquoi. Où on enterrait les filles vivantes. Dieu est venu leur dire, mais arrêtez ça. C'est criminel. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. Et donnez-leur leurs droits. L'islam est éminemment juste. Mais tout ça, ça a été intériorisé, ça a été mal vécu, et c'est ce qui nous poursuit jusqu'ici. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que plus de la moitié de la population, les femmes, mais voient leurs droits les plus élémentaires respectés. Parmi ces droits, le droit de vivre bien, le droit de participer, le droit de contribuer. Il ne faut pas oublier que ce sont les femmes qui portent les enfants. On ne peut pas dire à une personne, tu vas porter les enfants et après, tu te laves les mains de ces enfants-là. Tu ne t'en occupes plus, mais ce n'est que ça. Le problème du leadership, nous avons porté les enfants. Dieu nous dit, occupez-vous de ces enfants-là. Ce n'est que ça. Donc, ce qui s'est passé vraiment cette année, ce n'est pas bien. Je ne sais pas comment rectifier le tir, mais ce n'est pas bien. Voilà. Le C25 s'est réuni hier. Tous les membres de l'opposition qui ont été recalés se sont réunis hier pour faire justement le suivi et l'évaluation de la décision du Conseil constitutionnel. Quel est votre point de vue, encore une fois, là-dessus? Et quelle position prenez-vous à quelques jours de ces élections? Vous avez demandé récemment le report des élections du 24 février. Oui, vous savez, moi j'ai suivi le processus. Quand, en plein débat, le parti au pouvoir et la coalition au pouvoir a introduit des réformes scélérates, des réformes qui avaient comme objectif de rejeter une bonne partie des acteurs politiques qui voulaient se présenter à l'élection présidentielle. J'ai boudé la table de négociation et j'ai parlé à la presse en disant attention, il y a de mauvaises réformes que le pouvoir actuel est en train de promouvoir. Nous ne sommes pas d'accord. Parmi ces réformes figure le parrainage. Ce machin qui est une source d'instabilité dans le pays. Bon, ce parrainage a produit ses effets. Il y a eu beaucoup de candidats, mais sur ces candidats, bon, on a l'impression que le président lui-même a tout organisé, tout orchestré, voulait que ça se passe comme ça, et aujourd'hui c'est comme ça. Mais il y a des acteurs politiques qui ont leurs droits, qui vont faire respecter leurs droits. La procédure électorale pour 2019 est viciée. Le parrainage est un vice énorme. Et le Conseil constitutionnel, on ne sait pas ce qui s'est passé, a essayé d'appliquer une loi qui est mauvaise. Les conditions d'application sont, encore une fois, impossibles. On ne sait même pas ce que c'est. Et le Conseil constitutionnel ferme les yeux sur les aberrations de cette loi-là et a pris une décision. Donc, le président de la République fait fi de ce que les autres acteurs qui ne sont pas au pouvoir demandent, même pas demandent, mais exigent en tant qu'acteur et en tant que citoyen. Il ne veut rien entendre. Alors, ce que j'ai fait depuis lors,
c'était de demander le report de l'élection. Parce que nous tenons à la stabilité du pays. Je dis, je répète, la procédure est viciée. Il y a des risques relativement à la stabilité du pays. Or, nous voulons que le Sénégal demeure un pays stable. Voilà pourquoi nous lui demandons de reporter encore une fois cette élection, d'appeler les acteurs autour d'une table pour une réflexion, pour des décisions consensuelles. Le parrainage n'a pas été discuté, le parrainage nous a été imposé. Les réformes du code électoral de cette année nous ont été imposées. Nous demandons au président de la République, de la manière la plus sage, de convoquer tous les acteurs autour d'une table pour qu'on prenne des décisions consensuelles. Le Sénégal, quand même, peut faire ça. Le Sénégal est un pays de démocratie ancienne. Il ne faut pas que, aujourd'hui, on remette tout ça en cause. Voilà. Il y a eu récemment quelques affrontements. Quel message avez-vous à lancer à la jeunesse sénégalaise, au peuple sénégalais, aux citoyens pour la bonne tenue des élections? Ce que je demande au peuple sénégalais, c'est de dire au président de la République de suspendre, de reporter et de mettre tout le monde autour d'une table. Parce que dire à des citoyens mécontents, n'agissez pas, c'est comme mettre une épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. Ce que nous leur demandons, c'est d'exiger du chef de l'État, le président de la République, du pouvoir et de la coalition d'aujourd'hui, du pouvoir, mais de mettre tout le monde autour d'une table, on discute de la façon la plus sereine et de la manière la plus proche de ce que le Sénégal mérite. Le Sénégal mérite que les droits soient respectés. Le Sénégal mérite que la paix soit une réalité. Le Sénégal mérite qu'il n'y ait pas d'instabilité. Voilà ce que je pense. Votre mot de la fin? La paix seulement. Mais la paix à partir de discussions autour d'une table, en toute sérénité, en toute franchise, en se disant la vérité et en se réconciliant. C'est la réconciliation qu'il nous faut. Professeur, merci. Merci d'avoir Penda. répondu à notre invitation. Merci beaucoup Penda, merci.